On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine à l'émission, Thomas Plouffe applique les principes de l'horticulture à la psychologie. Valérie Laflamme-Caron nous fait une petite sociologie des centres commerciaux. Et Benjamin Boivin analyse la récente acquisition de Twitter par Elon Musk. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant en compagnie du pas achetable, James Langlois. Non, c'est vrai que je suis quelqu'un... Hors de prix. Hors de prix, oui, définitivement. Tu coûtes trop cher. Ouais. Mais c'est pas faute d'une grande valeur. Il n'y a rien. Pour autant. Notre dignité ne se vend pas. C'est ça, ouais. C'est ça. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'on va parler des centres d'achat. Hein? C'est un mot qui se dit, ça, centre d'achat, Valérie? Mais paraîtrait-il que c'est un anglicisme qui vient de shopping center, shopping mall. Donc, on devrait dire centre commercial, mais comme on est au Québec, je vais me permettre le centre d'achat abondamment. On a le droit, et c'est de ça dont tu vas nous parler, des centres commerciaux, centres d'achat durant ta chronique en deuxième segment. On campe segment. ça d'emblée, là, on dit pas ça. Ouais, on peut le dire, on le dit. On va le dire, on va l'échapper. On peut se donner cette permission. Ouais. Ça va être très intéressant. Ça ne sera pas une chronique linguistique, là, mais plutôt anthropo, sociologique. Genre. Ouais. Les centres commerciaux comme utopie. Ah! On est content de te retrouver, Valérie. Ça nous manquait tes chroniques anthropo... Sur des sujets... divers. Ouais. D-I-V-E-R-S, pas d'hiver, parce que l'hiver s'en vient. Là. Non. OK. Hey, on va passer là-dessus, je pense. Thomas Plouffe, bonjour. Allô. Tu nous parles du bonheur, non pas d'être dans les centres d'achat, mais de croire que si on veut être heureux, il s'agit de travailler sur soi. Exactement. Le bonheur, en fait, qu'on peut trouver dans le terreau. Ah ouais? Oui, vous allez comprendre le lien. Ah ouais, alors on va t'écouter avec attention. Ça va être en premier segment tout de suite après la petite pause. Et Benjamin Boivin, toi, tu es le dessert, la cerise sur le gâteau de notre émission. Tu nous parles de médias. Ben oui, je te parle de Elon Musk et de sa récente acquisition de Twitter et de tout ce que ça implique d'un point de vue de la liberté d'expression. Ah ouais, c'est vrai. Ben, on va t'écouter aussi attentivement. À tout de suite. Dans sa dernière chronique, Thomas Plouffe a amené la vie dure à la psychologie positive qui, malgré des bienfaits mesurables, a parfois transformé la quête du bonheur en marchandise. Si on a vu l'autre jour comment cette tendance a émergé dans l'histoire récente de la psychologie, on verra aujourd'hui pourquoi elle tient maintenant le haut du pavé. Bonjour Thomas Plouffe. Allô Antoine. Pourquoi elle tient maintenant le haut du pavé? Pourquoi est-ce qu'elle colle autant à notre monde moderne, en fait? C'est ça la question. Mais peut-être si on veut comprendre ça, ça peut valoir la peine de revenir sur qu'est-ce que c'est la psychologie positive en très peu de mots. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont écouté ta dernière chronique. Là, on a reçu un courrier abondant. Oui, j'allais en parler. Oui, c'est ça. Mais il y en a quand même quelques-uns qui l'ont peut-être manqué. Alors, vas-y, fais-nous un petit... Oui, mais la psychologie positive qui est souvent confondue, en fait, là, à des techniques tout simplement d'autosuggestion, ou encore à l'idée que suffit de me répéter sans cesse que je suis bon, je suis beau et tout va bien se passer. Là. La psychologie positive est quand même une démarche reconnue en psychologie là, de recherche qui est menée par et qui comporte un corpus assez abondant de recherches dites empiriques. Mm-hmm. Son but, c'est d'identifier c'est quoi les facteurs d'épanouissement de soi. C'est quoi les facteurs? Par exemple, la bienveillance, la résilience, l'autodétermination. Ce sont des facteurs qui sont identifiés par la psychologie positive. Puis son but, c'est vraiment, on les identifie pour ensuite voir comment on peut les favoriser. Supposant que si on est capable de bien les reconnaître, de bien les favoriser, bien on permet à un plus grand nombre de découvrir leur moi authentique et de s'épanouir, en fait, et donc d'atteindre le bonheur.
D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de la campagne de Simons, là, Tout est beauté, mais la femme là-dedans qui demande l'aide médicale à mourir, c'est un peu ça qu'on apprend dans la vidéo. C'est une histoire vraie. À la fin, quelque part dans la vidéo, elle dit à un moment donné, il suffit d'avoir le courage de voir la beauté partout. Ouais. Là, j'ai dit, là, j'ai pensé à toi, j'ai dit ça, il y a quelque chose de psychologie positive là-dedans. La culture est parsemée de références à cette idée-là, en fait, mais je vais en parler dans cette chronique-là plus abondamment. Je pensais, James, que tu as entendu le mot courage, puis tu as pensé tout de suite à Thomas Plouffe. Aussi. C'est peut-être ça. Évidemment. Et beauté aussi. Oui, c'est vrai, il y avait le mot beauté dans la phrase. Moi, j'ai pas fait on voit sur lequel tu as accroché. Oui, c'est ça. Mais là, tu disais tout à l'heure, Thomas, c'est pas un hasard que cette tendance-là en psychologie est émergée à notre époque. Il y a quelque chose il y a eu un match parfait, en quelque sorte. En fait, la psychologie positive, c'est vraiment la conséquence logique. C'est un peu la pièce là, qui vient s'emboîter de façon tout à fait naturelle au narratif néolibéral là, dans lequel l'être humain baigne. Un narratif néolibéral, là, on part du monde. OK, disons que j'explique ça avec une métaphore. Ouais. L'homme est comme un végétal, OK? Il y en a plus que d'autres. Il y en a qui sont très, 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 très végétaux, là, mais on va dire l'homme est comme un végétal. Donc, c'est pourquoi j'affirme ça, c'est que s'il est déraciné trop longtemps, il va s'assécher, il va mourir. On peut dire aussi l'homme est comme un poisson. Hors de l'eau, point de salut. Hein? Il va frétiller un peu, puis il va mourir. Puis la femme là-dedans est où là? L'homme avec un grand H. Okay. L'homme, femme inclus aussi. Okay? Merci. C'est juste pour le propre de la chronique. OK, c'est bon. Alors l'homme est déraciné. S'il est déraciné, il meurt. Puis ce qui arrive, c'est que c'est comme si tout se passe comme si dans le monde industrialisé, le monde mondialisé, les racines, en fait, de l'homme, les repères dans lesquels il venait s'enraciner, ce sont, en fait, surtout des éléments du folklore, en fait, des vestiges d'un autre temps, mais ce ne sont plus des repères culturels dans lesquels il peut vraiment puiser ses racines. En fait, le monde moderne lui dit plutôt, tu dois t'enraciner et tu vas le faire en toi-même. Tu vas t'enraciner, puis puisque t'as plus de repères culturels, t'as plus de repères moraux, t'as plus de rapport au sacré, t'as plus non plus de rapport à l'autre là, dans la dimension communautaire, dans l'autre. Il faut que tu t'enracines quelque part, sinon tu meurs. Donc, enracine-toi en toi-même. C'est vraiment le moi qui est au service de lui-même. Puis c'est là que la psychologie positive entre en scène, en fait, parce que la psychologie positive, elle vient dire, et puis dans un discours qui est scientifique, donc supposément en dehors des idéologies, elle vient dire, aie pas peur, la psychologie positive va t'aider, on va te présenter les déterminants, puis elle va pouvoir t'aider à trouver en toi tous les nutriments nécessaires pour que tu puisses ensuite donner du fruit. Il faut que tu aies le courage de trouver en toi la beauté qui émerge. Tu vas le trouver en toi. C'est ça. Oui, donne-nous un exemple de ça. Oui, un exemple. Disons qu'on prend un exemple. Après, c'est surtout pour alimenter la chronique. Alors, c'est un article qui était... C'est pas mal ça qu'on fait. On alimente des chroniques. Je prends un article qui a été écrit à la suite de la crise immobilière aux États-Unis, qui a été écrit par un homme qui est patron d'un cabinet de recrutement de cadre supérieur, mais qui se revendique aussi comme étant un coach professionnel. Bon, qu'est-ce qu'il écrit? En 2009, il écrit, le titre, c'est « Se soucier de soi en temps de crise ». Je souhaiterais proposer quelques conseils qui me semblent essentiels et qui vous aideront à prendre soin de vous. Conservez votre estime de soi, riez et souriez, prenez soin des petites choses de la vie et soyez présent à vous-même et aux autres. Le chômage, les grandes difficultés financières qui l'accompagnent peuvent facilement venir ruiner l'idée que l'on se fait de sa propre valeur et peuvent même nous plonger dans une forme ou une autre d'autodénigrement. Il est donc plus crucial que jamais de se soucier de soi avec une certaine discipline, en pratiquant des exercices quotidiens tout à fait simples qui vous permettront de traverser avec élégance le chaos ambiant. Un chaos qui peut vous mettre au défi. Demandez-vous ceci, que fais-tu pour prendre soin de toi? Donc, c'est son propos. Puis, ce qu'on comprend à travers ça entre les lignes, c'est vraiment l'idée que les clés pour composer avec le chaos ambiant sont à trouver en soi, sont vraiment en soi. Donc, c'est d'où l'importance, en fait, pour les penseurs de la psychologie positive, de se scruter l'intérieur, de s'ausculter constamment pour chercher, pour en fait, arriver à trouver le moi authentique
qu'on pourrait considérer un peu comme une espèce de diamant brut qu'on aurait en nous, qu'on pourrait déterrer puis qui serait le reflet de notre nature profonde. Il y a quelque chose de violent là-dedans, non? Est-ce que je suis seul à voir ça? Là, comme il y a beau avoir la guerre, l'inflation, le chômage, peu importe les inégalités, les injustices dans le monde, faut apprendre à se recentrer sur ses émotions puis à se détacher de cette si t'es pas capable du réel. Ben, c'est ça. Est-ce que j'ai bien compris là, Tout à fait. C'est vraiment ça l'idée. Oui. Mais je trouve par contre qu'il y a quelque chose qu'on retrouve un peu dans la spiritualité chrétienne là, qui ressemble à ça, c'est-à-dire que de chercher, j'avais déjà entendu un grand moine orthodoxe qui, durant justement les camps, le goulag, là, il avait torturé, mais c'est vraiment dans sa relation avec Dieu, à l'intérieur de lui, qui avait réussi à... Il y a quelque chose un peu dans même Thérèse d'Avila qui parle du château intérieur. Bon. Tout à fait. En fait, la citadelle intérieure... oui, Valérie, tu vois? C'était pour enchérir parce qu'en t'écoutant parler, je me voyais avec mes élèves à la nuit des sans-abri en train de leur demander de chercher Dieu dans les rencontres qu'ils allaient faire. Puis là, j'étais comme, oh, mais quelle est la différence? Est-ce que je suis corrompue par la psychologie positive? C'est ça l'intérêt. En fait, si on creuse, là, admettons qu'on se demande... on suit l'idée là, qu'on creuserait en nous et qu'on découvrirait l'idée d'un moi authentique, d'une espèce de nature profonde. Si on est vraiment honnête dans cette quête de soi, là, qu'est-ce qu'on trouve quand on scrute? C'est en fait surtout notre finitude. C'est ça qu'on trouve. Si on est vraiment sincère, on trouve l'idée que en fait on est un être, on est un infime, on est un grain de sable dans un désert, dans une multitude, un élément parmi des milliards, puis dans une histoire qui comporte des milliers d'années, fini dans le temps, dans un univers qui, lui, est infini, dans un univers qui est illimité. Face à cette réalité-là, la découverte de notre nature profonde devrait nous placer dans l'humilité, c'est-à-dire de voir qu'on est plus humble. Mais la psychologie positive, ce n'est pas ce qu'elle nous propose de trouver. Ce qu'elle nous propose de trouver, c'est plus... Ce qu'elle nous propose dans cette recherche-là, c'est surtout une réécriture du narratif qu'on se fait de soi. On a tous une version de soi. Si on nous demande qui es-tu, on peut pas objectivement dire qui on est. On se raconte une histoire puis on la raconte à l'autre. On raconte l'histoire de notre vie à travers... c'est notre narratif, en quelque sorte. Puis la psychologie positive, ce qu'elle nous dit, c'est tu vas réécrire avantageusement ce narratif-là. En fait, tu vas plutôt modeler une version optimisée de toi. Tu vas chercher, en fait, à te mettre en valeur. Donc, on est loin de... La conséquence, c'est pas l'humilité. La conséquence, c'est plutôt l'orgueil. C'est-à-dire, l'idée, c'est de se mettre en valeur, quitte à écraser les autres autour de soi, là. Est-ce que la psychologie positive mène inévitablement à cette forme d'orgueil-là, selon toi? C'est-à-dire, la psychologie positive, par ses exercices, peut amener l'être humain à se scruter, ce qui n'est pas nécessairement mauvais. L'enjeu, c'est que dans l'auscultation de soi, on demande non seulement à la personne de se scruter, mais on lui demande de le faire en cherchant les mécanismes pour disons, non seulement se comprendre, mais aussi se résoudre en lui. Donc, il est imputable des sentiments négatifs qu'il va avoir ensuite. Là. Une vraie démarche de vérité mettrait la lumière à la fois sur les côtés moins reluisants que les côtés plus nobles. Ouais. C'est-à-dire que dans le cheminement de foi, admettons, on est appelé à se scruter, mais on est appelé à le faire sous le regard de Dieu. Puis sachant que Dieu et Dieu nous aime en vérité dans cette scrutation-là. Autrement, on peut découvrir une facette... Nécessairement, on découvre une facette de nous qui est pas belle. Je veux dire, on est des êtres faillibles qui ne sommes pas capables de s'aimer en vérité. C'est ça la réalité sur notre nature. Donc, voyant ça, qu'est-ce qu'on fait quand on est seul? On devient angoissé. C'est le risque qui est là. Ouais. Tu parles d'orgueil, puis tu sais, je pense que c'est Benjamin. Là, qui est très orgueilleux. Non. Benjamin, courage, Thomas. Il y a quelques minutes, tu disais, tu sais, moi j'ai réussi, tu sais, dans le fond, c'est ça, c'est que certaines personnes qui vont faire ces pratiques-là vont arriver et dire, ça devient un peu comme des self-made men, tu sais, ils ont réussi, eux, à développer leur capacité, puis les autres n'ont pas réussi, tu sais. Oui, mais c'est ça, le self-made man du bonheur. Mais qu'est-ce qu'on dit à des gens qui ont de la misère, qui ont une piètre estime d'eux-mêmes, qui souffrent, qui ont de la difficulté à s'aimer? Là. C'est quoi la solution si c'est pas la psychologie positive? C'est-à-dire que les gens qui ont de la difficulté à s'aimer ne doivent pas réécrire leur propre version de soi pour s'aimer davantage. Ils doivent accepter que l'amour qu'on se porte, il ne doit pas venir de soi. L'amour, en fait, ultimement, dans cette nature-là faible, la seule manière de vraiment voir de l'espérance, c'est de savoir que c'est dans cet univers-là illimité, Dieu nous aime. Dieu nous aime dans notre finitude, dans notre faiblesse. Ça ne peut pas venir seulement de soi. Puis là, une fois qu'on embrasse ce chemin-là,
ce chemin-là où est-ce que notre faiblesse, c'est pas le désespoir, c'est juste notre nature, puis que Dieu nous aime malgré ça, ben là, on peut avancer dans l'espérance. Et même si, je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, c'est ça. Le problème, dans le fond, vient de chercher à trouver des solutions à ses propres problèmes en soi-même. Exactement. C'est un peu comme dire aux personnes aux prises avec un problème de santé mentale ou d'obésité, tu as juste à courir ou tu as juste à faire à te coucher plus tôt ou tu as juste à... C'est l'idée, en fait, que le fardeau... C'est que ça semble doux, mais dans le fond, c'est brutal. Ben, la conséquence, c'est que de manière insidieuse, tranquillement, on en vient à vraiment concevoir que notre salut, c'est nous qui le portons. On est responsable de notre salut, alors que ce n'est pas vrai. On ne porte pas le fardeau de notre salut. C'est le propre de la foi de nous le répéter. C'est-à-dire, ce n'est pas toi qui portes le fardeau de ton salut. Puis on le voit encore plus dans notre cette espèce de polissage du diamant brut là, qu'on doit faire consciencieusement et de façon répétée. Il y a vraiment un paradoxe dans la logique de la psychologie positive qui dit, d'un côté, on dit ton moi, il va être incomplet de manière permanente, c'est-à-dire il ne pourra jamais être complet, donc parfaitement optimisé. On pourra toujours l'améliorer. Donc, on est dans une quête. On court après des mirages sans fin dans notre existence pour essayer toujours d'être la meilleure version de nous-mêmes. Ça, c'est non seulement c'est épuisant, mais en plus, ça nous place justement dans l'angoisse où est-ce qu'on est toujours incomplet, jamais comblé. On est insatiable, en fait, toujours à la quête de quelque chose. C'est presque une version du pélagianisme moderne, c'est-à-dire que c'est le salut. Il y a beaucoup de choses qui s'apparentent à de la foi chrétienne, mais c'est bref, sans le salut gratuit. Oui. Puis, tu sais, à côté de ça, on vit dans un monde qui est utilitariste aussi. Un monde qui considère et qui prend tout ce travail-là sur soi, puis qui en fait une affaire de management, de gestion de l'autre. J'avais pris un exemple récemment, il y avait un article dans la presse qui disait qu'on assiste à une montée au Québec des consultations pour les enfants puis les jeunes pour des questions d'anxiété, dépression. Dépression majeure, anxiété, puis c'est un grave problème de société, là, gros enjeu de société. Puis dans les propositions des intervenants, la plupart des intervenants revenaient avec l'idée qu'en fait, ce qu'on ne fait pas encore assez, c'est qu'on n'enseigne pas assez de techniques de gestion de stress et d'anxiété à l'école. On doit leur apprendre à gérer leur stress et leur anxiété. On a vraiment un rapport à la souffrance qui est toujours autour de cette idée-là la gestion. De gestion, du travail. On doit travailler pour compenser ces émotions-là négatives. Alors, ce que ça fait, on le voit, ça fait des jeunes qui sont complètement obsédés par leur vie émotionnelle. À force de s'ausculter, ils en viennent complètement obsédés, puis ils nourrissent leur angoisse. Oui, c'est un cercle vicieux. Je ne suis pas capable. Je suis pas capable, je consulte en psychologie positive, et je suis entraîné dans un cercle perpétuel où est-ce que je fais juste nourrir mon angoisse, finalement. Le mot de la fin, Thomas. Ben, bref, si on était plus proche des arbres qui étaient enracinés, on va dire, dans des écosystèmes culturels, aujourd'hui, ce qu'on nous invite à faire, c'est devenir des plantes en pot, isolées les uns des autres, puis à qui on conseille de se soigner le terreau. Se regarder le terreau. S'auto-fertiliser. Et s'auto-fertiliser. Or, l'enjeu, c'est que nous ne sommes pas des plantes auto-fertiles. Wow. C'est bien dit. Merci, Thomas Plouffe. Je rappelle que tu es doctorant en psychopédagogie et plein d'autres titres. Là. Des affaires. Courageux. Courageux et beau, c'est vrai. On pourrait mettre ça dans ta description. On peut lire ton article. Hein? Tu as fait une entrevue vraiment intéressante dans le dernier numéro spécial du Verbe, une entrevue avec Eva Illouz, entre autres sur ce sujet-là, sur la marchandisation du bonheur. On peut te lire régulièrement. C'est en ligne sur le-verbe.com. Yes. Alors, restez avec nous. Après la pause musicale, Valérie Laflamme-Caron va flâner au centre d'achat et peut-être croiser Jésus. Hein? On ne sait jamais. Peut-être. Merci, Thomas. On s'apprête à lancer une campagne majeure pour ramasser 6 millions de dollars d'ici 2026. Ce qu'on fait depuis des années, c'est qu'on fait le lien. On fait des liens là, entre la foi, la culture, entre l'Église, entre la société. On veut continuer de le faire entre nos bienfaiteurs et les lecteurs. Notre objectif, c'est de rejoindre 1 million de personnes par année d'ici 2026. Avec les fonds recueillis, on a l'intention de maximiser notre déploiement. On veut rayonner encore plus. On produit déjà des contenus de qualité. On veut qu'ils rejoignent encore plus de gens. Actuellement, on rejoint une personne par dollar reçu.
Imaginez 6 millions de dollars, suivant la même logique, c'est 6 millions de personnes rejointes sur 5 ans. Aussi, en levant un montant comme celui-là, ça nous permet d'avoir une certaine vision à long terme. Donc, nos projets, on peut les planifier, on peut les organiser dans le temps, on peut mettre les ressources nécessaires pour y arriver. C'est d'avoir un lieu où on peut travailler dans des conditions optimales. Avec des studios, bon, ici c'est bien, là, on est à l'aise, tout ça, mais vous voyez pas derrière la caméra, ils sont tout pognés dans un pied carré. Il y a toutes sortes de souffrances dans le monde aujourd'hui, mais une souffrance qui est peut-être oubliée ou dont on prend moins soin, c'est la souffrance spirituelle. Les gens cherchent un sens à leur vie. Évidemment, par les témoignages qu'on diffuse, par les reportages qui montrent des réalités pleines d'espérance, ben là, on vient aider les gens à trouver un sens dans leur quête. Et un média catholique, qu'est-ce que ça peut faire? Ça sert de courroie de transmission pour le message de l'Évangile. Vous êtes avec Antoine Malenfant, la barre dont n'est pas du monde. On vient d'entendre End Scene de Matt Olubowski. Même avant la COVID, la fréquentation des centres commerciaux a chuté de près de 20% au pays en 2018-2019. Alors, quand les restrictions sanitaires sont arrivées en 2020, ça a été l'hécatombe. Et ce qu'on appelle au Québec affectueusement les centres d'achat ont perdu près de la moitié de leur clientèle durant ces années-là, les années COVID. 2 ans plus tard, les promenades de Carrefour et autres halls n'ont pas dit leur dernier mot. En fine analyste de la culture pop, notre chroniqueuse a décidé de se pencher sur cette invention très américaine que sont les centres commerciaux. Valérie, bonjour. Bonjour, Antoine. Est-ce qu'il y a encore du monde dans les centres commerciaux, Valérie? Il y en a. Le profil change. J'ai pas fait une étude statistique, mais j'ai recommencé à m'intéresser aux centres commerciaux quand j'étais en congé de maternité. Moi, c'est un endroit que j'évitais là, de plus en plus. Puis je dois dire que le commerce en ligne, moi, ça me convient parfaitement parce que j'aime avoir toutes les options de produits. Je cherche pantalon vert, telle taille, ça m'apparaît. Puis j'ai pas à fouiller là, dans tous les magasins. À t'épuiser. Oui, je peux vraiment tout comparer. En tout cas, moi, ça C'est vrai que bien. passer des heures en e-shopping, là, commerce électronique, c'est pas épuisant du tout. Là. C'est donc plus reposant. Ah ouais, c'est parce que vous savez pas chercher. En tout cas. Mais bref, tu t'es réconcilié? Oui. Je me suis peut-être pas réconciliée, mais disons que j'ai retrouvé de l'intérêt. Puis, il faut qu'on se replace. Là, j'étais en congé de maternité durant le COVID et tous les lieux communautaires, tous les centres étaient fermés. Et le seul endroit en plein hiver où on pouvait aller, c'était au centre d'achat. Dans les grands magasins. Toi? Moi, j'allais aux Galeries de la Capitale d'abord et au Village des Valeurs. Yes. C'était pas un centre d'achat, mais qui était un grand magasin. Et puis là, j'ai réalisé qu'on était nombreusement avec nos poussettes à se promener et à déambuler. Il y avait aussi des aînés. Et puis, c'est ça, j'ai réalisé que c'était quand même un milieu de vie, là, malgré tout ce qu'on peut en dire. Ouais. Mais par la bande, on le sait, là, les centres commerciaux sont en perdition. Et puis, bien avant, là, j'avais un certain attrait là, pour les photos de centres commerciaux américains fermés, des espèces de centres commerciaux fantômes qui avaient gardé leur cachet d'antan des années 60, 70, 80. Puis pour moi, c'est comme des espèces de vestiges de la modernité. Là. J'ai autant de plaisir à regarder ça que d'aller me promener dans des ruines romaines en Europe. Là. Pour moi, c'est pareil. Mais c'est intéressant parce qu'à l'échelle de notre petite vie à nous, on peut penser que les centres d'achat, ça a toujours existé, mais non, c'est une invention, évidemment, sur l'échelle de l'histoire assez récente.
Oui, vraiment. Puis ça a été vraiment au cœur du développement de notre rapport moderne à la consommation. Donc, les centres commerciaux, ça vient premièrement des grands magasins. Avant d'avoir des centres commerciaux, il y a eu des grands magasins. Puis ça fait pas si longtemps. Le premier est apparu à Paris dans les années 1850. Ça s'appelait le Bon Marché. Puis ça avait plusieurs caractéristiques qui faisaient que ça se distinguait vraiment des autres offres et ça a contaminé le reste de l'Europe et l'Amérique ensuite. Mais c'est intéressant de noter que ça vient de Paris, le grand magasin. Et en quoi ça se distingue des autres offres commerciales de l'époque? Bien, il y a plusieurs éléments. Je vais vous les nommer et vous allez voir, là, c'est ça, on les prend pour acquis, mais non, c'était des grandes innovations à l'époque. Donc, premièrement, les vitrines. Les vitrines. Oui? Oui, les vitrines. Il n'y a pas ça au magasin général de Saint-Clinclin, une vitrine? Non, exactement. Donc, avant qu'on allait au magasin, les produits étaient rangés. Il fallait entrer en dialogue, en relation. Même des fois derrière un comptoir ou dans des tiroirs? Oui, toujours dans des tiroirs, dans un comptoir. Et le vendeur devait sortir toutes les paires de gants. Thomas, il y a cette paire de gants-là, puis tu les manipulais, puis t'es comme... Là, il en sortait une autre. Il y avait comme toute une démarche. Puis, tu pouvais pas juste lui demander de sortir toutes les paires de gants pour ton bon plaisir. Là, parce que tu allais lui faire perdre son temps, donc c'était considéré comme... C'était pas une pratique. Non. Donc, dans les vitrines, les produits sont exposés comme dans un musée. Donc, on peut les regarder, puis des produits auxquels on n'aurait pas accès. Je veux dire, quand on va aux Galeries La Capitale, on peut regarder toutes les robes, même les plus chères, même celles qu'on n'aura pas besoin d'acheter parce qu'on n'a clairement aucun gala à l'agenda, mais on peut quand même se faire plaisir puis les regarder. Je dois aussi dire que dans les grands magasins, c'était la première fois qu'on avait différentes sortes de produits, vraiment différents rayons concentrés dans un immense espace. C'était un immeuble sur lequel il y avait différents étages et dans lesquels on pouvait trouver des vêtements, de la parfumerie, des jouets, de la vaisselle, de la restauration, de la quincaillerie. Puis pour l'époque, c'était une innovation. Donc, ensuite, il y a la prévisibilité des achats. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le grand magasin, le prix est affiché. Pas besoin de négocier à chaque fois, c'est le même prix pour tout le monde. Exactement. Puis encore une fois, donc le vendeur a un rôle secondaire parce qu'il n'y a pas à avoir un talent particulier de négociateur. Et on ne va pas donner un prix en fonction de ce qu'on pense que le client peut acheter. Donc ça, c'était une innovation. Est-ce qu'il y avait déjà des vendeurs à commission, justement, qui, eux, cherchent à négocier? Est-ce qu'ils cherchent une temps à négocier plutôt qu'à vendre? Bien, ils cherchent à vendre, mais donc ça les amène à négocier. Est-ce qu'il y avait, sais-tu s'il y avait déjà des... Bien, possiblement dans certains secteurs, mais j'ai pas l'information. Mais, voilà. J'ai pas l'information. Donc, dans le grand magasin, on avait aussi accès aux innovations modernes. C'est là qu'on mettait tout l'attirail, l'innovation en architecture, en ingénierie. Comme un escalier roulant. Exact. Les escaliers mécaniques, les ascenseurs, la climatisation. C'était quand même nouveau pour l'époque. Les éclairages artificiels. On avait aussi accès à la fine pointe du design, l'art déco. Ça a été quelque chose à un certain moment. Donc, les gens allaient là et découvraient finalement, toutes ces innovations-là auxquelles il n'y avait pas accès autrement. À ce moment-là, le magasinage est devenu un loisir plutôt qu'une tâche. Parce que, considérant tout ça, on pouvait errer dans le centre d'achat sans être obligé d'acheter. Donc, c'était la première fois vraiment qu'on y allait par plaisir et on encourageait vraiment ce flânage-là. Et puis, on faisait le pari que les gens allaient repartir avec des produits dont il n'y avait pas besoin. Effectivement. Le wearage. Ouais. Comme on dit en bon québécois. Mais c'est un wearage de qualité. Tu vas regarder plein de belles affaires. Dans des vitrines de Paris des années 1850, c'est quand même du beau wearage. Ouais. Tout à fait. Non, mais... Vous auriez pu vous faire prendre au jeu, vous aussi. Là. Peut-être, qui sait? On aurait acheté des gants très élégants, James, hein? Oui, certainement. Donc, on continue. J'ai presque terminé avec la liste des innovations, mais il y avait la création... Ça fait déjà pas mal. Oui, ça fait pas mal. Mais il y a aussi les soldes. Il y a le Black Friday qui arrive à fin novembre. Bien, ça, c'est une création pour attirer les gens dans les magasins avant qu'ils aillent dans les magasins pour Noël. Et ensuite, il y aura le Boxing Day. Donc, c'est toutes des nouveautés, des inventions des commerciaux pour assurer un achalandage constant, peu importe le moment de l'année. Valérie, les centres d'achat, est-ce qu'on retrouvait dès l'origine une espèce de mélange social? Là, tu dis, dans la pandémie, il y avait des femmes enceintes ou des jeunes mères et des personnes âgées. Là. C'est assez limité là, comme catégorie sociale. Mais
règle générale, on retrouve pas mal toutes sortes de monde. Là. Oui, le centre d'achat, le centre commercial, le grand magasin, c'est l'endroit où on va, on se met beau, puis non seulement on va voirer, mais on va se faire voir. C'est un peu les deux. Donc, c'était dans l'esprit du temps d'aller voir les nouvelles innovations, puis ça donnait des sujets à converser aussi. Donc, n'importe qui de toutes les classes sociales pouvait s'y retrouver, et c'était un lieu de rencontre, particulièrement pour les femmes. Ça l'a pas changé depuis, parce que c'était pas nécessairement bien vu à l'époque qu'une femme sorte seule, se promène seule juste pour rien faire. Là. C'était quand même suspicieux. Mais c'était tout à fait convenable pour elle d'aller se rendre au grand magasin pour faire des achats avec ses comparses. Ah ouais. Valérie, moi, quand je pense à centre d'achat, je pense tout de suite au centre d'achat qu'il y avait dans mon patelin. Il y avait un zéleur, là, puis il y avait le café du zéleur. Ah, là, c'est malade, le café du zéleur. Ah ouais, c'était vraiment quelque chose. Là. C'est une grande perte qui est plus de ça. C'est une grande perte. Il y a des photos sur Internet, si vous voulez alimenter votre nostalgie. Ouais, c'est ça. Mais pour moi, c'est intimement associé aux premières années de mon adolescence où j'allais flâner là avec mes amis. On faisait rien de mal, rien de bien non plus. C'était comme un lieu où c'était permis ou du moins toléré qu'on niaise là puis qu'on mette 5 cents dans les machines à gomme. Oh, tout à fait. Le centre commercial a été au cœur de la culture adolescente dans les années 80-90 jusqu'au début des années 2000. Fait que je suis pas spécial. Là, non. Si on s'intéresse à la culture adolescente de ces années-là, on va en retrouver dans les films, dans les vidéoclips. Le centre commercial devient le théâtre de toutes les péripéties vécues par les personnages. Là. Donc, ça devient presque un personnage en soi, le centre commercial. Donc, c'était très présent. Puis de fait, comme tu le dis, c'est une espèce d'endroit limite où l'adolescent, le jeune, avait un espace de liberté tout en étant quand même supervisé. Il y a des caméras partout. Il y a des caméras, il y a de la sécurité, donc c'est pas comme aller au centre-ville la nuit. Il y a moyen de se faire mettre dehors. Oui, effectivement, il y a moyen de se faire mettre dehors. Moi, ça me rappelle mon grand-père à Val-Bélair, au Provigo, le centre d'achat du Provigo. Il y avait toujours mon grand-père qui était à la retraite avec ses 3-4 bonhommes là, qui étaient dans les portes d'entrée, puis ils passaient leur journée là à fumer des cigarettes puis à jaser. Ça, pour moi, c'est comme... je me dis, pourquoi ça n'existe plus, ça? Une autre joie perdue. Ouais. C'est l'effet du passage du temps qui nous fait comme... La nostalgie. Ouais, bon, là, ça. on est très nostalgique. On a présenté un peu froidement là, les caractéristiques, disons, du centre d'achat. Valérie Laflamme, Caron, je te connais pour un regard critique sur les choses. Disons, c'est une de tes qualités. Il y a des enjeux que ça soulève, les centres d'achat, les centres commerciaux. C'est pas que du beau, du bon et des beaux souvenirs. Non, c'est ça, effectivement. Nous, on a un attachement affectif parce qu'on y était au cœur des années 90 au centre d'achat. L'âge d'or, l'âge d'or des centres d'achat. Oui. Donc, effectivement, là, il y a plusieurs enjeux qui sont reliés à ça. Mais premièrement, on pourra critiquer le fait que c'est un espace public, ou du moins le remettre en question, parce que, comme on vient de le nommer, il y a des agents de sécurité, puis c'est pas vrai que tout le monde est bienvenu au centre commercial. Si tu fais trop de niaiseries, tu vas pouvoir te faire expulser. C'est un espace privé qui appartient à des promoteurs immobiliers. Et puis, on a l'habitude de dire maintenant sur Internet, notamment, que si le service est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Mais dans un centre commercial, c'est un peu la même chose. Donc, on va t'offrir plein de services pour attirer les gens. Tu n'as pas à payer pour y accéder, mais on fait le pari que tu vas acheter, justement. Et les magasins, les commerçants qui louent un espace dans ce complexe immobilier, mais ce qui paie, c'est l'accès à la clientèle. Donc, c'est pas vrai que c'est un espace public. Puis, il n'y a aussi pas de liberté d'expression dans un centre commercial. Ah non? Si vous décidez de faire une manifestation, vous pourrez là, être expulsé. Puis durant le temps du COVID, justement, à Place Fleur-de-Lys, il y avait un homme qui avait des opinions bien arrêtées sur ce qui se passait. Il l'avait affiché sur un chandail, puis il a été expulsé par la sécurité. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. S'il avait été dans la rue, les gens auraient pu le juger, mais effectivement, il n'aurait pas été expulsé. Il y a des défis écologiques aussi que ça soulève, les centres d'achat, Valérie. Ah, bien, tout à fait écologique, économique. Hein, quand on parle de consommation de masse, là, le centre commercial, justement, en est la quintessence. Donc, dans les centres commerciaux, on va surtout retrouver des grandes chaînes. Tu sais, il y a quelques petits commerçants locaux qui, parfois, vont louer un local. Il y a un cordonnier, par exemple, dans mon centre d'achat. Oui, tu sais, effectivement, ou des petites boutiques... moins connues. Mais c'est surtout des grandes bannières. Oui, exactement, des grandes bannières. Donc, la mode rapide, hein, ce qu'on appelle la fast fashion, ben, c'est au centre commercial qu'on va trouver ça. Quand on va se diriger sur les rues commerçantes, on va trouver plus d'entrepreneurs locaux qui ont une conscience sociale et écologique souvent plus développée. Ensuite, il y a toute l'obsolescence programmée. Tu sais, si on passe à l'électronique et tout ça, ben, on retrouve vraiment un concentré là, de
la consommation de masse. Puis ensuite, on peut penser aussi à l'usage de la voiture. Ça, je ne l'ai pas nommé, mais la différence entre un centre commercial puis un grand magasin, c'est simplement... En fait, c'est surtout que le centre commercial, ça va être construit autour de grands magasins. Hein. Il y a toujours une bannière. Anciennement, il y avait Sears, l'Abbé, la capitale à Québec, ça va être Simons. Il y a vraiment la grande bannière autour de laquelle vont s'agglomérer les autres. Et il faut y aller en voiture. Ça répond aux besoins de gens qui ont un mode de vie, qui sont en banlieue, qui ont une voiture et tout ça. Donc, c'est un symptôme de l'étalement urbain aussi. Ben oui, puis c'est sans compter les centres d'achat comme le 10-30 où il faut que tu te déplaces en voiture d'un magasin à l'autre. Oui, ça, c'est ce qu'on appelle un power center. C'est comme la nouveauté. Oh, ouais. Ça, c'est pire. Oui, c'est pire. On n'arrête pas le progrès. Ouais, mais effectivement. Laurier, ici à Québec, tu peux y aller facilement en autobus. Là. Oui, tout à fait. Place de la Fleur de Lys. Là. Oui, mais à C'est l'origine... le contrat facile. À l'origine, par contre, c'était des endroits qui étaient excentrés. Ouais. C'est ça. Là, la ville les a rattrapés. C'était pour enchérir sur, comme Benjamin disait, c'est-à-dire, justement, au 21e siècle, les power centers, eux, amènent l'individu nécessairement à prendre son véhicule. Puis c'est comme si si je me trompe pas, c'est comme si c'était un centre d'achat, mais qui implose, dans le sens où on a tous les grandes bannières. Là, c'est fini, il n'y en a plus de petites bannières, il n'y a plus aucun... il n'y a plus de petits cordonniers dans le Power Center. Non, c'est vrai. Ça, c'est vraiment le mal. Puis il n'y a plus d'espace de vie dans le Power Center où tu peux flâner. Il n'y a pas d'atrium, il n'y a pas d'espace de restauration où tu peux t'asseoir là, lire un livre si tu veux pendant 4 heures. Puis voilà. Alors, si on revient un peu à la nostalgie, Valérie Laflamme-Caron, tu parlais, je voyais dans tes notes, tu présentais le centre d'achat comme une utopie. En quoi c'est une utopie, selon toi? Mais premièrement, quand on rentre au centre d'achat, l'environnement est contrôlé, puis est là pour favoriser ton bien-être. Hein. Le climat est contrôlé, puis pour nous, les Québécois qui vivons l'hiver, c'est quand même très important. Pourquoi j'allais au centre d'achat et pas sur la rue Saint-Joseph à Québec? Mais c'était clair parce que je ne voulais pas être exposée aux éléments. On va même y retrouver des palmiers, de la musique supposée être agréable et tout ça. Mais au-delà de l'habitacle matériel physique, c'est un lieu où on peut répondre à tous ses besoins, à tous ses désirs. Et c'est ça la prétention qu'a le centre commercial, c'est de pouvoir se présenter quasiment comme un paradis terrestre, comme le royaume de Dieu. T'sais, ils vont pas dire ça comme ça, là, mais tout ce dont tu peux rêver, tu peux le trouver au centre commercial. Ben, d'ailleurs, parlons-en de ça. Il nous reste quelques petites minutes, puis je veux pas que la chronique se termine sans qu'on aborde ça. Ça répond à tous les besoins, même les besoins spirituels parfois. Oui, vous connaissez probablement l'existence des centres-dieux. C'est certain. Donc, un centre-dieu, pour ceux qui sont ignorants, comment osez-vous? C'est comme une petite chapelle dans le centre d'achat. Donc, l'Église va louer un local dans lequel elle va tenir là, des célébrations, l'Eucharistie. Moi, j'ai déjà même rencontré un prêtre pour aller vivre le sacrement du pardon aux Galeries Chagnon à Lévis. Donc, c'est une façon d'aller aux périphéries avant que le terme soit utilisé. Là. Ça fait assez longtemps que les centres-dieux existent, d'ailleurs, je pense. Avez-vous déjà fréquenté... des centres-dieux? Moi, je disais hors d'onde que ma première messe à vie, c'était dans un centre-dieu. Mais d'ailleurs, qui était pas très affiché, hein, qui était non, c'est pas écrit sur les pancartes de direction. Une espèce au bout d'un couloir obscur. Là, on ne sait pas trop qu'il y a une chapelle là, mais là, quand tu pousses la porte, tu vois. Tiens. Puis ça a été le début d'un grand cheminement. Le début de rien du tout. Mais ça s'est passé dans un centre-dieu. C'est pas un jour au ciel, tu vas voir qu'est-ce que le Seigneur t'a donné à ce moment-là. Peut-être. Mais c'est ça. Pour terminer, c'est ça, il y a un philosophe canado-américain, James K.A. Smith, qui pour lui, là, le centre commercial, c'est vraiment très horrible. Là. Il parle de la cathédrale du consumérisme, il parle même de liturgie du magasinage. Wow. Donc, on peut être là très pessimiste. Mais cela dit, moi, en fréquentant les centres commerciaux dans la dernière année, j'ai remarqué avec grand plaisir qu'il y avait un réinvestissement des centres d'achat par le secteur communautaire. Ah ouais? Parce que, étant donné que les locaux sont désertés, puis je pense surtout à des centres commerciaux plus secondaires, notamment Place Fleur de Lys à Québec ou ceux dans les la Canardia, ça fait ouais, Carrefour Charlebourg et tout ça. On leur fait la belle pub. Non, mais tout à fait. Les organismes communautaires vont louer des locaux dans ces centres commerciaux-là pour offrir des services à la population. Puis au début, j'étais vraiment comme en réaction parce que moi, je suis une fille de ville, puis des organismes, ça doit être dans la ville, tu sais. Mais finalement, j'ai trouvé ça très utile. J'allais souvent rencontrer des gens, là, des femmes, des mères là, au Carrefour Charlebourg parce qu'il y avait une salle de motricité qui était là. Donc, on pouvait amener nos bébés
aller, c'était gratuit. On pouvait juste être là, puis c'était ouvert en même temps que le centre commercial. Ouais, c'est ça, à des heures qui conviennent, etc. Oui, exactement. Oui, de plus en plus, il y a des salons d'allaitement, des trucs comme ça. Oui, mais là, je parle vraiment de service à la population. Comme il y avait même au Carrefour Charlebourg une salle avec des casse-têtes pour les aînés où ils pouvaient se rassembler là, faire du casse-tête. Il y en a un autre à Place Fleur-de-Lys. Il y a l'organisme La Ruche aussi qui a aménagé ses locaux là-bas, La Ruche Vanier, qui est une espèce d'incubateur citoyen où il y a toutes sortes de projets puis tout ça. Mais c'est d'ailleurs leur ambition, c'est-à-dire Place Fleur-de-Lys, leur ambition, c'est de créer une espèce de mini-ville. Ils vont, d'ailleurs, il y a l'Université du Québec à Trois-Rivières qui est installée là. Ils veulent revoir tous leurs locaux en fonction de manière avec à des créer, logements aussi. Où est-ce qu'ils veulent aller chercher transgénérationnel, avoir des logements pour les aînés, un CPE, une université. Puis leur modèle est vraiment conçu quasiment comme une espèce de micro-société. On revient à l'utopie que tu mentionnais tantôt. Oui, c'est ça. Puis ça reste des promoteurs privés et tout ça, mais je trouve ça intéressant, cette réappropriation des centres commerciaux par la population. Ça risque de peut-être plus marcher que les halles gourmandes au Guéry de la Capitale. C'est tout pour mon point éditorial. Mais j'appuie ton point. C'est vraiment une chronique très, très Québec. Ben, on salue les gens, d'ailleurs, au Québec. De Montréal, qui ont un centre d'achat souterrain. Ça, c'est malade aussi. Mais tout ce qu'on a dit s'applique. Ça s'applique, oui, c'est vrai. T'as bien raison, Valérie. C'est tout à fait juste. Hey, merci beaucoup. Sérieux, on aurait pu faire une heure là-dessus. Ça n'a pas de bon sens. Quelle violence de devoir se contraindre. Merci beaucoup, Valérie. Je rappelle qu'elle était animatrice de pastorale, non pas dans un centre d'achat, mais dans une école secondaire, là où il y a beaucoup d'ados aussi qui flânent, parfois collaboratrice régulière. On n'est pas du monde et au Verbe. On peut te lire tous les 2 mois dans le petit magazine qu'on produit. D'ailleurs, il y avait une chronique là-dedans. Il y en a régulièrement. Il y en aura une autre, etc. Merci et à bientôt. Merci à vous. On fait une petite pause musicale et tout de suite après, Benjamin tâte le pouls du petit oiseau bleu de Twitter, désormais sous la gouverne d'Elon Musk. C'est toujours Antoine Malenfant au micro d'On n'est pas du monde. C'était la pièce Leitmotiv de Dumas. Il s'appelle Steve, lui, je pense. Peut-être. Je crois que oui. Je pense que oui. Personnalité de l'année 2021, selon le magazine Time, Elon Musk appartient à un nouvel ordre suzerain délocalisé dont la mainmise croissante sur le monde a de quoi effrayer plusieurs.
Cette phrase est de Benjamin Boivin. J'ai essayé de la faire tienne. Oui, c'est ça, j'ai essayé de me la C'est un effort méritoire. Merci. Alors, en se portant acquéreur de Twitter, il promet de rendre à ses membres une liberté d'expression présumément menacée. Notre collègue Benjamin s'est penché sur ce petit oiseau bleu qu'est Twitter. Bonjour, Benjamin. Salut Antoine, ça va? Ça va bien. Est-ce qu'il bat de l'aile, le petit oiseau Sûrement bleu? pas si Benjamin s'est penché dessus. Ah ouais, non, mais des fois, tu sais, comme un oiseau qui frappe une vitre, puis on le regarde, tu sais, il est mort. Ben, tu sais, Twitter, c'est un réseau social quand même assez particulier, là, qui a eu ses hauts et ses bas à travers les années. Mais bon, l'un des caractères distinctifs, je pense, de ce réseau-là, comparé à d'autres, c'est que c'est un réseau de l'élite, en fait. C'est des journalistes, c'est des artistes. Toi puis moi, là. Ouais, c'est ça, nous. Je suis pas là, moi, c'est drôle. Hein? Ceux qui suscitent l'intérêt des tweeteux, là, ben, généralement, c'est des gens qui appartiennent à une classe des gens qui produisent du contenu, finalement. Et une proportion significative des gens qui sont sur Twitter, que personne suit et qui ne suivent à peu près personne. Mais les gens là, pour qui c'est un réseau important, ben, c'est des gens qui ont de l'influence ou qui cherchent à en avoir. J'essaie d'entraîner Valérie, puis ça n'a pas trop marché. Hein? Je trouve que c'est vraiment étrange d'écrire comme 2 lignes, comme « Voici mon opinion, vis avec le monde ». Je me sentais comme pas très légitime là-dedans. Mais pour avoir un ordre de grandeur, là, ça n'a rien à voir avec Facebook ou Instagram. Non, d'aucune manière. Là, c'est un noyau beaucoup plus petit de gens qui sont actifs sur Twitter comme quotidiennement. Là. Quelques dizaines de millions versus 3 milliards. Là, exactement. Mais Twitter, c'est un média social qui a énormément d'influence en raison du type d'individu qui participe, là, qui est actif. Genre des politiciens, des journalistes. Exactement. Et le genre de personnes qui sont habituées de prendre la parole publiquement, d'essayer d'avoir comme la petite phrase, là, la manière de dire les choses de façon habile, puis de susciter l'adhésion ou l'approbation. Et puis, ce qui est intéressant avec Twitter, c'est que depuis un certain nombre d'années, là, ben, c'est un réseau social qui a comme pris la tendance de Facebook et de d'autres à vouloir poser certaines limites. Parce qu'on sait que Twitter, ça a été le réseau favori de M. Trump, l'ancien président américain. Et puis, c'était à l'époque là, une agora sur laquelle on pouvait dire toutes sortes de choses. Et puis, comparé à d'autres réseaux sociaux, là, il n'y avait vraiment pas beaucoup de limites. Mais là, dans les dernières années, ils ont comme vécu un certain backlash, on pourrait dire, à la suite de tout ça. Et puis, l'administration récente de Twitter avait cherché à faire des changements. Et puis, à la suite de ça, là, ben, il y avait eu une très grande controverse parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient très actifs sur Twitter qui ont été bannis là, quotidiennement pendant une certaine période de temps, mais il y a des gens qui étaient bannis puis qui se retrouvaient sans plateforme et qui se sont mis à critiquer vertement la compagnie. Et l'un d'entre eux, ben, c'est Elon Musk. Lui, il n'a pas été banni, mais c'était un utilisateur courant de Twitter. Et puis, à un certain point, il en est arrivé à la conclusion que du haut de sa fortune personnelle monumentale, là, à l'époque, c'était environ 300 milliards de dollars, ben, il a décidé de vouloir acheter Twitter pour transformer disons, la politique éditoriale ou la vision du réseau social pour en faire une plateforme où la liberté d'expression pourrait être exercée de manière très radicale. Et puis, ben, il a cherché à le faire, il a combattu pour le faire et il a finalement réussi à le faire. Ouais, il y a eu une première tentative là, il y a quelques semaines, mois de ça, puis finalement, qui a échoué, mais là, il est revenu à la charge, puis il a réussi à mettre la main sur Twitter. Le fait que Twitter ait procédé à des purges, là, le mot est peut-être fort, mais des bannissements d'individus qui avaient des propos plus controversés, ça a dû disons, alimenter ou donner du gaz là, à une espèce de logique victimaire là, de certaines franges de la population. Ce qui est intéressant, c'est que à une certaine époque, la question de la liberté d'expression, c'était une question qui était véhiculée par un idéal progressiste, un idéal du progrès. Là. Ça fait pas si longtemps que ça que finalement la gauche est davantage associée à un discours social qui se veut restrictif, où on cherche à limiter l'expression d'utilisation de certains mots, la proposition de certaines idées. Mais bon, dans les années récentes, c'est ce qui est apparu. Et puis, des gens comme Elon Musk ont critiqué l'organisation de Twitter pour avoir adhéré à un discours que certains pourraient qualifier de woke, par exemple. Et puis ça a suscité un backlash victimaire, comme tu dis, je crois, du point de vue de gens qui sont plus à droite, qui sont plus conservateurs et qui croient mériter d'avoir la possibilité de s'exprimer comme bon l'entendent sur une plateforme comme Twitter. Et de façon intéressante, ces gens-là, qui sont associés à la droite, comme je viens de le dire, sont devenus des défenseurs de la liberté d'expression, qui était un idéal progressiste. J'ai justement vu récemment une vidéo de Noam Chomsky dans les années 70-80 qui défendait ardemment la liberté d'expression. Noam
Ron Chomsky, c'est loin d'être quelqu'un qui est associé c'est pas un conservateur de droite, là, c'est ça. Ben non, c'est ça. Mais puis jusqu'à assez récemment, là, c'était vraiment un idéal de gauche, la liberté d'expression. Et les gens qui étaient de droite, c'est eux qui voulaient empêcher les discours alternatifs de pouvoir s'exprimer dans l'espace public. Il y a comme eu un renversement. Et puis évidemment, ben là, il y a des gens qui il y a des gens qui le font sincèrement. Il y a des gens qui croient qu'il y a des limites qui sont excessives. Mais il y a aussi des gens qui profitent de ce discours-là pour finalement se justifier et dire à peu près n'importe quoi. Ouais. Et c'est un peu des deux, finalement, que l'ancienne administration de Twitter voulait contrôler. Bon, là, Elon Musk a pris le pouvoir, le contrôle de cette compagnie-là, il l'a acheté carrément. Oui, il l'a acheté, il en a fait une compagnie privée, il la possède entièrement. À 44 milliards. L'unique actionnaire, finalement, de ça. C'est à la bourse, ça ne l'est plus, si on comprend. Exactement, la compagnie lui appartient entièrement, il peut faire ce qu'il veut avec, puis il a choisi il a pris des décisions assez radicales. Mais dans les deux cas, que ce soit l'ancienne version de Twitter qui était, disons, une entreprise privée, mais détenue par plusieurs actionnaires, avec un CA, etc., et dans le cas actuel où c'est une entreprise qui appartient à un seul homme, il n'en demeure pas moins que c'est dans les deux cas une entreprise privée. Est-ce qu'on peut parler de liberté d'expression? Je veux dire, si je suis dans mon salon, je peux décider que non, toi, Thomas, tu dis pas des choses comme ça chez moi. Sur la psychologie positive, non, c'est ça, bye. Non, c'est vrai qu'il y a une confusion des genres d'une certaine manière dans le discours sur la liberté d'expression. Là, on s'imagine, on a une drôle d'idée de la liberté d'expression qui est notamment liée au fait qu'aujourd'hui, les agoras sont privés. Quand on parle de la liberté d'expression dans son sens classique, là, c'est la liberté pour un individu informé et dont c'est la fonction de la liberté de presse, là, traditionnellement. C'est la liberté pour un journaliste de dénoncer certaines situations, d'en nommer d'autres, sans être empêché par le pouvoir étatique. Mais la liberté pas le droit pour n'importe qui de dire n'importe quoi, dans n'importe quelle circonstance. Ouais, puis comme tu le dis, Twitter, c'est une compagnie privée et si Twitter voulait du jour au lendemain adopter une politique où certaines choses peuvent être dites et de façon assez radicale et d'autres pas, ben, elle pourrait le faire. Et il n'y a pas véritablement lieu de parler de liberté d'expression de manière classique dans un contexte comme celui-là. Ouais. Ben, c'est juste que moi, ça m'étonne qu'une personne qui a autant d'argent puisse se sentir privé de sa liberté d'expression. Puis moi, c'est souvent une critique que je pourrais faire, qu'on entend beaucoup de gens crier à la censure, mais ils crient à la censure sur plein de plateformes. Donc, en tout cas, c'était mon petit grain de sel. Ouais, il y a quelque chose de vrai dans ce que tu dis, là, je le nie pas, là, mais de fait, la capacité de s'exprimer à travers ces moyens de communication sociale-là, c'est vraiment essentiel dans le genre de société qu'on a aujourd'hui. Un bon exemple serait la personne de Donald Trump, qui, de fait, aujourd'hui, qu'il n'est plus présent sur Twitter et la plupart des réseaux sociaux, est devenu il n'existe plus dans l'espace public. C'est devenu très, très difficile pour lui de s'exprimer. Et certains pourraient juger que c'est une excellente chose, et il y a des bonnes raisons de le penser, mais c'est pas faux que de dire qu'il y a comme une certaine privatisation de l'agora, de l'espace public, là, qui complexifie vraiment là, de façon importante la question de la liberté d'expression et de la manière de vivre cette expérience politique-là à notre époque. Ben justement, on y a tous un peu contribué en décidant que l'agora deviendrait virtuelle. Finalement, quand on participe à ces réseaux sociaux-là, on accepte individuellement et collectivement, que ça va être là maintenant que les idées vont être débattues. C'est ça, et c'est pas simple d'arriver et de décider de faire un Twitter alternatif. Là. Monsieur Trump, par exemple, a cherché à le faire, puis c'est un échec lamentable. Il y a plusieurs autres Moi aussi, je n'ai parti un, puis ça n'a pas marché. Non, c'est ça n'a pas fonctionné tant que ça. Non. Et donc, c'est ça change un peu la dynamique, finalement, de la démocratie libérale au sens classique. Là. Benjamin, c'est sûr que l'Église catholique a une parole sur la liberté d'expression. Elle a une parole sur à peu près toutes les réalités en ce bas monde. Là. Qu'est-ce que dit l'enseignement de l'Église sur la liberté d'expression? Parce que là, on a dit que la liberté d'expression, c'est pas dire n'importe quoi, n'importe où, par n'importe qui. Mais est-ce qu'il y a une responsabilité qui vient avec ça? Qu'est-ce que dit l'Église? Oui, l'Église, sur la question de la liberté en général, et puis la liberté d'expression en particulier également, dit que la liberté, c'est en vue du bien. La liberté d'expression, on l'exerce en vue du bien commun et il y a certaines contraintes légitimes qui peuvent exister. Et même l'Église enseigne que l'État doit les mettre en place. Ce n'est pas un exercice juste et légitime, la liberté d'expression, par exemple, que de faire de la calomnie, que de faire de la médisance, de dire le faux sur une personne ou sur une certaine situation. Il n'y a pas un juste exercice de la liberté dans ce contexte-là parce qu'on utilise de ce moyen juridique-là pour faire le mal. Et donc, évidemment,
L'enjeu qui est intéressant, c'est que dans certains milieux conservateurs, en particulier aux États-Unis, dont certains sont associés à l'Église catholique, on parle aujourd'hui de la liberté d'expression comme si c'était la panacée. Une chose absolue. Une chose absolue. Alors qu'en fait, là, on tient un discours purement libéral. Et puis la raison pour laquelle on tient ce discours-là, c'est parce qu'on semble être en foi de s'inquiéter, dans une situation d'inquiétude, où sans ce libéralisme-là, sans une liberté d'expression radicale comme celle que promet Elon Musk, on ne pourra plus exprimer certaines idées parce que le régime intellectuel et culturel en place nous empêchera de le faire. C'est quoi l'avenir pour Twitter, selon toi, Benjamin? Ben ça, c'est la question à $1 million. J'ai l'impression que... 44 milliards de dollars. Ben ouais, c'est ça. J'ai l'impression que M. Musk va chercher à rentabiliser son investissement. Là, on ne met pas 44 milliards de dollars dans quelque chose si on ne s'imagine pas pouvoir en ressortir gagnant. La question va être de savoir si Twitter va redevenir ce qu'il a déjà été, là, une plateforme où chacun peut s'exprimer pour le meilleur et pour le pire, ou si finalement il va y avoir des contraintes que M. Musk n'avait pas anticipées qui vont l'empêcher d'y arriver. C'est drôle parce qu'il se fait le grand héros là, de la liberté d'expression, puis il veut lui-même ajouter certaines contraintes, là, notamment pour les profils vérifiés, peut-être même un site payant. Donc, il y a un paradoxe là aussi. Thomas? Ben, est-ce que je me trompe? Il me semble que c'est assez classique là, que des magnats là, prennent le contrôle, là, un peu comme on voit dans le film Citizen Kane, là, prennent le contrôle de certains médias pour avancer un peu leur agenda. Est-ce que c'est un peu les Desmarais l'ont fait. Oui, tout à fait. Ouais. Et d'ailleurs, M. Musk, dans les derniers jours, là, juste avant la tenue de l'élection de mi-mandat aux États-Unis, a appelé les gens qui le suivent à voter pour le Parti républicain. Et donc, il utilise cette plateforme-là pour faire avancer certaines idées. Puis c'est vrai, la comparaison avec le film Citizen Kane est intéressante. Puis il y en a plusieurs autres qu'on pourrait faire. Là. M. Berlusconi en Italie, M. Pelado qui s'y essayait ici au Québec. Malheureusement pour lui, il n'est pas arrivé. Mais il y a un pattern, quelque chose qui se reproduit. Pas inusité du tout, là, en tout cas, de voir ce pattern-là. Ouais, c'est vrai. Bonne remarque. C'est ça. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Benjamin Boivin, excuse-moi. Benjamin Boivin, on peut lire ton texte, d'ailleurs, sur le sujet. Ça s'appelle « Elon Musk, héros de la liberté d'expression », point d'interrogation. C'est sur leverbe.com. J'invite les gens à aller le lire. Il y a tout ce qu'on vient de dire et même... encore. Plus, différent. moins. Allez voir. Merci, Benjamin. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine. Vous pouvez réécouter ou partager cette émission en tout temps via votre plateforme de balado-diffusion préférée. Pour tous les détails, visitez leverbe.com/radio. Je remercie James Langlois et Marc-Antoine Baudette à la technique, ainsi que la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission dans les pas du monde.